Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission culturelle Culture Azur. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les événements marquants de la semaine. Nous recevrons aussi Viviane Nervaux, coprésidente du collectif animalier 06, et nous terminerons par une chronique sur la condition animale. Mais tout de suite, votre journal présenté par Jennifer Febvey. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme de ce journal, la fête du citron à Menton. Zoom sur le salon de l'artisanat avec nos journalistes. On parlera ensuite du spectacle du très controversé Dieudonné qui se tiendra le 2 mars à la Ciotat. Le projet de cinéma multiplex à Grasse, quant à lui, se profile. Nous y reviendrons dans quelques instants. La salade niçoise fait parler d'elle. Et enfin, retour en images sur la bataille navale de Fleurs à Villefranche-sur-Mer. Cette semaine, la fête du citron bat son plein à Menton. Au programme, exposition de motifs d'agrumes, corso de fruits d'or, jardin de lumière et surtout l'incontournable salon de l'artisanat. Notre journaliste Alena Domela s'est rendue sur place pour en savoir plus sur les spécialités de la région. À l'occasion de la 86e édition de la fête du citron, nous nous trouvons à Menton et plus précisément au Palais de l'Europe. Ici, pas de charge gigantesque fait d'orange ou de citron, nous sommes au salon de l'artisanat. Et ici, de nombreux artisans sont venus pour faire valoir leur savoir-faire. Nous sommes à l'huilerie Saint-Michel avec Sylvie. Donc cette boutique est spécialisée dans toutes sortes d'huiles, mais il y a une spécialité, c'est l'huile au citron de Menton. Tout à fait. Qu'a-t-elle de si particulier cette huile? Alors elle est particulière parce que c'était un défi d'associer la douceur de l'huile d'olive avec l'acidité du citron. Donc nous on a fait le choix de la parfumer par macération, donc c'est le zeste qui sort et non pas l'acidité. Malgré que le citron de Menton soit très peu acide, parce qu'il est 4 fois plus doux qu'un citron traditionnel. Depuis le 16 février, date de son ouverture, le salon de l'artisanat ne désemplit pas. Ici, des visiteurs n'ont pas hésité à faire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour déguster des produits régionaux, comme par exemple ceux de la maison Herbin, spécialisée dans les confitures. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc vous avez une confiture particulière à nous présenter. Tout à fait. Nous avons créé pour l'événement la confiture Le Grimoire des Elfes, qui correspond tout à fait au thème de la fête, puisque c'est un monde fantastique. C'est une confiture fantastique. Qu'est-ce qu'elle est à base de citron? Exactement, citron de Menton en écorce, des mandarines, du gingembre et une petite goutte de vin pour juste relever la couleur. À Menton, il n'y a pas que des spécialités culinaires. Au contraire, nous sommes dans une boutique qui s'appelle Faïence Mentonnaise et c'est la seule boutique à Menton qui continue à faire de la céramique. Que pouvez-vous nous dire sur cette céramique, donc c'est cette particularité que vous avez? Alors, la faïence existe depuis 1896, et à l'époque, Menton était une ville de céramistes. Il y avait déjà plusieurs ateliers qui étaient installés principalement dans le Bordeaux, et les faïences mentonnaises sont le dernier atelier qui a traversé le 21e siècle. Je suis encore là. Confiture, limoncello, faïence, tous ces produits typiquement mentonnais, voilà de quoi mettre du soleil sur votre table. Et vous pourrez en profiter jusqu'au 3 mars prochain. Vous pourrez retrouver le traditionnel corso de fruits d'or ce dimanche. L'annonce du spectacle de Dieudonné ce 2 mars à la Ciotat n'est pas pour plaire à tout le monde. La date exacte du rendez-vous n'est pas encore déterminée. La police, quant à elle, met en garde et sera présente pour s'assurer qu'aucun trouble à l'ordre public ne survienne. À Grasse, le projet de cinéma multiplex est validé. La Commission nationale d'aménagement cinématographique a donné son aval ce mardi. Le cinéma devrait voir le jour d'ici 2023. On continue de parler culture locale avec la célèbre salade niçoise qui est au cœur de l'actualité. Pas plus tard que mercredi dernier, le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, a émis l'idée d'une petite amende pour les restaurateurs qui serviraient de la fausse salade niçoise. Confettis, fanfares, pointus, mais surtout beaucoup de mimosas et d'œillets. Lundi dernier, des milliers de visiteurs sont venus du monde entier pour assister à la 77e édition de la bataille navale de Fleurs à Villefranche-sur-Mer. Retour en images sur cet événement incontournable du carnaval azuréen. Comme chaque année depuis 1902, les Azuréens célèbrent la bataille navale de Fleurs. Mimosas, œillets,
Il est 11h du matin et les bateliers finissent de décorer leurs pointus, les barques traditionnelles de la région. Le quai se fait noir de monde au fur et à mesure de la matinée. Un événement incontournable du patrimoine villefranchois organisé par la mairie et l'association des bateliers et plaisanciers de Villefranche-sur-Mer. La mairie de la commune de Villefranche organise ce magnifique combat naval. Ils fournissent les fleurs et nous, la VPV, notre association, nous mettons à disposition les bateaux. 21 pointus. Les locaux sont quant à eux très attachés à cette bataille fleurie. Certains y participent depuis plusieurs générations. Alors moi ça fait une dizaine d'années, mais dans la famille ça fait depuis quasiment la création du combat naval fleuri en 1902. Il y a mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents qui ont fait le combat naval fleuri à Villefranche. Sous le ciel azur, les bateliers entament plusieurs tours du port en jetant des œillets et des mimosas dans la foule survoltée. Certains n'ont pas hésité à faire plusieurs milliers de kilomètres pour ne pas rater cette manifestation. We weren't sure of the exact date, so we scheduled 2 weeks to make sure that we would catch this particular day. Weather's perfect and this was just beautiful. Pour cette édition 2019, 600 kilos de mimosas, 30 000 œillets et environ 900 bouquets ont été nécessaires pour décorer les 21 pointus. De quoi satisfaire les milliers de spectateurs présents le long des quais du port de la Santé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Merci beaucoup Jennifer Fevvé. On enchaîne. Le cirque de Venise est de retour sur Nice. Au programme des acrobaties, des spectacles à faire mourir de rire les enfants, mais aussi la présence d'animaux sur scène. Ces animaux sur scène font encore grand débat. La semaine dernière, à Nice, une manifestation s'est déroulée en présence du collectif animalier 06 pour défendre les droits de ces derniers. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Viviane Nervaux, la coprésidente de cette association. Bonjour Viviane. Bonjour. Nous reviendrons vers vous dans un instant. En attendant, penchons-nous sur le reportage réalisé par Olivia Bahali et Diana Freitas. 28 pays interdisent totalement la présence d'animaux sauvages ou domestiques dans les cirques, dont la Belgique, le Portugal et l'Italie. Mais dans de nombreux pays, y compris en France, ces spectacles ont toujours lieu. Aussi bien d'enjeux pour les animaux que pour le public, depuis 1990, on a recensé 65 morts humaines et plus de 130 blessés dus à la perte de contrôle des animaux vivant en captivité. Depuis le 6 février, le cirque de Venise s'est installé à Nice et de ce côté-là, les avis sont partagés. Je trouve qu'ils sont maltraités. Quand il est flagé comme ça, j'aime pas trop, mais d'un côté c'est beau, c'est bizarre. C'est beau à voir, mais ça reste des animaux sauvages, donc c'est bien quand ils sont vraiment dans la nature. C'est ça qu'on les voit là, c'est hyper beau, mais j'aimerais bien voir derrière aussi ce qui se passe. Et si la semaine dernière, une cinquantaine de manifestants couraient les rues niçoises pour montrer leur indignation, cette position ne fait pas l'unanimité. Un cirque sans animaux perdrait de son charme, nous expliquent ces deux spectatrices présentes ce mercredi. C'est du plaisir, c'est pas de quelque chose de mal, mais c'est pour des plaisirs des enfants et des gens, c'est pas tout, Ils sont bien traités, et même il y a des gens qui vivent dans les cirques, ne croient pas les animaux. Nous sommes toujours en présence de Viviane Nervaux, la coprésidente du collectif animalier 06. Le reportage se clôt avec une fille qui dit « Des personnes vivent dans le cirque, pourquoi pas des animaux ?» Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bonsoir déjà. Tout d'abord, les personnes ne vivent pas dans des cages, donc elles sont peut-être liées au cirque, peut-être qu'elles voyagent dans le cirque, mais elles ne sont pas enfermées, elles ne sont pas obligées de faire des numéros contre nature, et donc on ne peut pas faire une comparaison. Et puis ce n'est pas parce qu'on défend les êtres humains, effectivement, des gens qui travaillent, qui ont besoin d'avoir un salaire, qu'on ne peut pas défendre les animaux par ailleurs. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre association ? Oui, alors nous existons depuis une dizaine d'années. Tout d'abord, nous étions un collectif sans être une association, puis depuis 6 ans environ, nous sommes une véritable association. Nous travaillons surtout depuis le début sur les cirques, c'est-à-dire nous sommes au rendez-vous devant les cirques, ici tout près, depuis 10 ans à peu près. Et nous luttons aussi contre la chasse. Nous organisons des conférences et nous nous joignons évidemment à d'autres manifestations, par exemple devant les cirques aquatiques comme Marineland,
contre la fourrure, contre la viande aussi, puisque nous sommes majoritairement végétariens, voire végétaliens. Donc nous défendons les animaux sur tous les fronts. D'accord, on va reparler de la manifestation de la semaine dernière. Comment s'est organisée cette manifestation ? Bien, en fait, c'est un collectif d'associations qui se sont groupées autour du mot d'ordre lancé par Balance ton cirque. Et donc, nous nous sommes retrouvés à plusieurs groupes, parce que sur la Côte d'Azur, il y a énormément de personnes qui défendent les animaux, qui est une bonne chose, mais il y a beaucoup de groupes disparates, mais finalement, on arrive à se rassembler. Et donc, voilà, c'était quand même quelque chose d'important, parce que ce que l'on vise maintenant, c'est une loi contre les animaux dans les cirques. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que c'est une journée pour une défenseur des animaux ? Une journée, bon, disons que moi j'ai quand même une activité professionnelle, je suis bénévole évidemment, donc je ne suis pas tout le temps dans le cadre de l'association, mais c'est vrai que je reçois des appels téléphoniques, on organise des manifestations, on organise des conférences, on reçoit des mails, on est quand même appelé régulièrement à intervenir ou à faire des actions, ou à prévoir des actions pour les animaux. D'accord. Et depuis le début de la création de l'association, est-ce que vous constatez des progrès ? Ah ben oui, par exemple pour les cirques, c'est flagrant, puisqu'au début on était un petit groupe. Bon, les gens n'étaient pas très sensibles à nos appels, à notre sensibilisation. Mais maintenant, au fur et à mesure qu'on vient devant les cirques, on a plein de gens qui klaxonnent en nous disant « c'est super, continuez, on est d'accord avec vous ». On a vraiment beaucoup plus d'écho qu'avant. D'ailleurs, les mairies, les municipalités sont de plus en plus nombreuses à refuser les animaux dans les cirques qu'elles reçoivent chez elles, par exemple Carros, Villeneuve-Loubet, etc. Il y a, je crois, plus d'une centaine de mairies en France aujourd'hui qui interdisent les cirques avec animaux sur leur territoire. Donc, il y a vraiment un progrès énorme, en tout cas sur les cirques. Après, oui, aussi sur tout d'ailleurs, parce qu'on est de plus en plus entouré de personnes qui comprennent que les animaux sont des êtres sensibles, comme le dit la loi d'ailleurs maintenant, sensibles et qu'il faut les protéger, qui souffrent. Et donc on doit les défendre, puisqu'ils ne peuvent pas se défendre tout seuls, il faut qu'on les défende, si on est un être humain doué d'intelligence et d'éthique comme nous le sommes, n'est-ce pas ? D'accord. Dernière question pour terminer cette interview. Est-ce que vous êtes confiante pour l'avenir ? Est-ce que je suis confiante pour l'avenir ? Oui, parce que sinon je ne continuerai pas à militer. C'est sûr que c'est très long et qu'il faut être très patient, mais bon, oui, je suis confiante pour l'avenir. D'accord, merci beaucoup Viviane Nerveau d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et toujours sur le même sujet, en décembre dernier, l'association L214 Éthique et Animaux a publié son rapport sur l'abattoir de chevaux le plus grand de France. Comme on a son habitude, l'association n'a pas hésité à publier des images choquantes. Son objectif, montrer au monde entier les conditions dans lesquelles les animaux se font abattre. Pourtant, sur le papier, cet abattoir du Jura semble parfaitement en règle. Alors pourquoi revenir sur ce sujet aujourd'hui, Alena Domela ? Eh bien, ce ne sont pas les images qui ont retenu mon attention, mais les chiffres. Et plus particulièrement celui-ci. 13 000 chevaux ont été abattus en France rien que pour l'année 2016, et plus de la moitié d'entre eux sont des chevaux de course. C'est-à-dire des animaux la plupart du temps très jeunes. Il faut savoir qu'un cheval de 5 ans est considéré comme vieux dans le milieu des courses, alors que son espérance de vie est estimée entre 25 et 30 ans. Et celui-ci devrait s'estimer heureux de n'être mené à l'abattoir qu'à l'âge de 5 ans, car beaucoup s'y rendent bien avant. Si à l'âge de 2 ans, un cheval se révèle trop lent pour la compétition ou qu'il se blesse pendant sa carrière, ses chances de survie sont très maigres. Mais comment peut-on expliquer ce phénomène ? Tout se résume en un mot, profit. Tant que les chevaux se montrent performants et remportent des courses, les propriétaires en prennent grand soin. Ils sont de réels investissements financiers. Une seule course, comme celle du Qatar Prix de l'Arc du Triomphe, permet de remporter 2 millions d'euros. Mais certains chevaux ont beau rapporter des milliers, voire des millions d'euros, ils n'en sont pas pour autant récompensés à la fin de leur carrière. L'abattoir apparaît comme la solution la plus simple et la plus économique pour les propriétaires. Fini les frais vétérinaires, le box, la nourriture, et en plus la boucherie leur fournit 500 €. Et ce n'est en aucun cas illégal. Pourtant, ils ont tous dû signer une charte qui impose, je cite, d'assurer tout au long de la vie des chevaux les soins nécessaires, leur mort devant advenir dans des conditions décentes lorsqu'il n'existe pas de thérapie efficace ou économiquement supportable. Mais est-ce qu'il existe d'autres solutions que l'abattoir pour ces chevaux ?
Il existe bien entendu d'autres solutions, mais elles sont assez peu utilisées. Les propriétaires peuvent faire le choix de confier leur animal à une association qui se chargera de les reconvertir, c'est-à-dire soit en cheval de loisirs, soit en débroussailleur ou encore dans d'autres domaines sportifs. Mais les associations sont rares. Dans notre région, il n'en existe qu'une seule, Cœur de course. Elle se trouve à Cagnes-sur-Mer, mais elle ne peut accueillir que 15 chevaux à la fois. Or, en France, ce sont plus de 10 000 chevaux qui se retrouvent sans avenir, sans deuxième chance, et tout simplement parce que la production est plus importante que la demande. D'accord, très bien. Merci beaucoup Elena Domela. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour votre émission culturelle Culture Azur. En attendant, pour ne rien rater de notre actualité, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ils s'affichent en bas de votre écran. À très bientôt.